qu'est-ce qu'il y a dans la mallette de Pulp Fiction? Elle est au cœur de l'histoire et pourtant son contenu reste un mystère. Tout ce qu'on a, c'est les réactions des personnages. Pour les fans, c'est des diamants, pas n'importe lesquels, ceux volés dans Reservoir Dogs. On pense que les deux films sont liés, notamment par la présence de Vic Vega avec le même nom de famille. Une autre théorie bien plus populaire dit que la mallette contient en réalité l'âme de leur boss, vendue à Satan. Les deux hommes de main seraient donc en mission divine pour la récupérer. Du code de la mallette 666 au pansement sur la nuque du boss qui cacherait la plaie depuis laquelle on a extrait son âme, sous cet angle, plein d'éléments prennent un double sens. Les seuls qui savent vraiment ce qu'il y a dedans, c'est Tarantino et son co-scénariste. On leur a posé la question plusieurs fois, sans succès. Pour eux, c'est bien mieux que l'imagination du spectateur remplisse les trous. Comme ça, 30 ans plus tard, on y réfléchit toujours, on cherche des indices et on fait vivre leur œuvre. Et c'est loin d'être le seul dans ce cas-là. Aujourd'hui, on vous parle des théories qui changent complètement vos films préférés. Titanic, Jack peut voyager dans le temps. L'histoire d'amour la plus culte du cinéma, celle de Rose destinée à un mariage arrangé qui rencontre Jack, un petit mec qui va changer sa vie. Mais sous ses airs de beau gosse trop parfait, est-ce qu'il nous cacherait pas quelque chose? Et si Jack était sur le bateau parce qu'en réalité, il pouvait voyager dans le temps? Tout part de ce détail, ce que Jack dit à Rose lors de leur première rencontre. Remember when I was a kid, me and my father, we went ice fishing out on Lake Wissota. Sauf que c'est impossible, le lac Wissota est artificiel, il a été créé en 1917, 5 ans après la mort de Jack. Peu après, il promet à Rose un tour de montagne russe sur la jetée de Santa Monica. Sauf que, encore une fois, les manèges sont arrivés en 1917. Et surtout, comment justifier ça? En fait, les sacs que portent Jack et Fabrizio sont des mousse-sacs, très populaires dans l'armée suédoise pendant la Seconde Guerre mondiale, presque 20 ans plus tard. Alors ok, mais s'il peut voyager dans le temps, pourquoi revenir sur un bateau qui va couler? Peut-être justement pour que tout se déroule comme prévu. Si Rose s'était vraiment jetée du bateau, on aurait pu supposer que, vu l'importance de sa famille et de son futur mari, on aurait fait demi-tour et lancé des recherches. Tout ça, ça aurait fait perdre du temps, la collision avec l'iceberg n'aurait jamais eu lieu et l'histoire aurait été modifiée. Et peut-être que sans ce naufrage, on aurait eu une encore plus grosse catastrophe que Jack veut éviter. Vous y croyez toujours pas? Regardez la filmographie de James Cameron. Le mec ne fait que de la science-fiction, et il a déjà parlé de voyage temporel dans Terminator. Au milieu de tout ça, pourquoi une histoire d'amour? Bon, en vrai, c'est sûrement rien de plus que des anachronismes, mais il existe une autre théorie bien plus sombre. Et si, en réalité, Jack n'existait pas? Et si c'était Rose qui l'avait totalement inventé pour se sentir mieux? Ça fait du sens, elle est désemparée, forcée d'épouser un homme manipulateur et opportuniste, elle est tellement dépressive qu'elle est sur le point de mettre fin à ses jours. Et pile à ce moment-là, Jack apparaît. Le gars est littéralement parfait, charmeur, créatif, c'est l'inverse absolu de son fiancé. Jack serait en fait une hallucination, une projection du subconscient de Rose pour l'aider à tenir et lui montrer ce dont elle rêve au fond d'elle-même. Une vie simple, loin de la bourgeoisie à laquelle elle est destinée. Si Rose a inventé totalement Jack, ça explique pourquoi il n'a pas pu monter avec elle sur la planche. Il devait disparaître, il a réussi à changer Rose, il lui a offert une nouvelle vie, c'était le moment pour lui de partir. Ron est un mage noir. Pourquoi ce n'est pas Harry qui finit avec Hermione? Les deux sont courageux, talentueux, ça aurait été logique qu'ils terminent ensemble. Même Dumbledore y croyait. C'est dur de penser qu'une sorcière aussi brillante peut se marier avec Ron, un sorcier moyen qui a été plus d'une fois injuste envers elle. C'est un vrai cauchemar cette fille-là. On comprend qu'elle n'ait aucun ami. Dans le monde des sorciers, on peut manipuler quelqu'un avec un sortilège de confusion ou un filtre d'amour. Mais une sorcière intelligente comme Hermione peut facilement lutter contre cette emprise mentale. Non, le seul moyen d'avoir un contrôle total, c'est Impero. On sait que Ron est capable de lancer ce sort, il l'utilise sur un gobelin dans les sous-sols de Gringotts. Mais où est-ce qu'il a eu l'occasion de pratiquer? Un sortilège comme ça demande du travail. Et si en fait, il l'avait lancé sur Hermione, précisément depuis l'Ordre du Phénix. C'est dans leur 5e année qu'elle commence à montrer un intérêt soudain pour Ron. Son comportement est différent, elle lui tourne autour, fait des allusions au couple plus souvent. Mettez-vous un peu à la place de Ron, ça fait des années qu'il est dans l'ombre, il passe toujours en second. Content de te revoir, Hermione. Imaginez ça pendant 5 ans, être l'éternel meilleur ami du héros, de la personne la plus importante du monde des sorciers. Quand Ron essaye de détruire le médaillon de Serpentard, on voit ses peurs les plus profondes. On était beaucoup mieux sans toi. Tellement plus heureux.
Et quand il quitte le groupe un peu plus tôt, c'est justement parce que son sortilège fait moins d'effet et est affaibli par le pouvoir de l'Horcrux. Le moment où il n'est plus là, Hermione semble libérée. Oui, mais Ron, il est gentil, il ferait jamais ça par jalousie. Pourtant, tout au long de la saga, il a des tendances manipulateurs. Il promet des autographes de Harry dans la coupe de feu, fait du chantage à Hermione. Plutôt, il impose implicitement d'effacer la mémoire de 2 mange-morts. En faisant ça, il la manipule, ce n'est pas lui qui commet l'acte. Hermione. T'es la meilleure en sortilège. Vous doutez encore? Alors regardez son visage pendant l'épilogue. Il semble dévasté, conscient que tout ce qu'il a bâti est basé sur un mensonge qui dure depuis plus de 20 ans. Ces films d'animation sont plus sombres que vous le pensez. Dans Le Voyage de Chihiro, on suit une fille qui se retrouve transportée dans un monde mystérieux. Elle doit trouver le moyen de rentrer chez elle et sauver ses parents transformés en cochons qui l'oublient petit à petit. Plus on le regarde et plus on se demande, ce film, de quoi il parle vraiment? Une enfant éloignée de ses parents, forcée à travailler pour survivre, ça vous fait pas penser à autre chose? Et si, en réalité, toute l'histoire tournait autour d'un sujet bien plus sombre, la prostitution. Quand Chihiro s'aventure dans les bains publics, on aperçoit le symbole You sur le panneau à l'entrée. C'est normal, en japonais ça veut dire eau chaude. Mais il y a bien longtemps, ces établissements avaient aussi la réputation d'être des maisons closes. Les hommes y allaient pour rencontrer des yuna, des femmes qui proposaient d'autres services un peu plus personnels qu'un simple bain. Et dans la version japonaise, Chihiro est désignée comme yuna. Si on suit cette logique, Yubaba est alors la tenancière. Elle embauche Chihiro et lui impose de changer de nom pour devenir Sen. Tu t'appelleras Sen. Le changement d'identité dans le milieu de la prostitution, c'est assez commun. Ça permet de protéger les femmes, de séparer leur vie privée de leur travail. Sauf que le prénom Sen a une signification. En japonais, ça veut dire 1000, comme si c'était un tarif fixé par la maison close. Dans le film, Chihiro oublie petit à petit sa vraie identité. Dans l'histoire, c'est logique, mais ça peut être aussi une métaphore de cette industrie, de montrer comment il est difficile de s'en échapper une fois qu'on est dedans. D'un coup, le sans-visage prend une toute autre symbolique. Il représente l'obsession, un client qui devient fou d'une femme qui n'a pas d'intérêt pour lui. Il lui offre de l'or et des objets précieux comme pour acheter quelque chose qu'il ne peut pas avoir. Les films d'animation, c'est plus sombre que ça en a l'air. Aucun détail n'est laissé au hasard, tout peut être perçu différemment. Si je vous dis Peter Pan, vous pensez à ce petit garçon qui refuse de grandir, à la fée Clochette, au pays imaginaire, et pourtant, et si le grand méchant de l'histoire, c'était lui? Ça paraît fou, et pourtant, quand Peter arrive chez les enfants, ça ressemble plus à un enlèvement qu'à une simple proposition de visiter un pays magique. Il surgit en pleine nuit quand les parents ne sont pas là et s'infiltre par la fenêtre. Et surtout, regardez le visage, vous êtes vraiment en train de me dire que ce mec est un gentil? La version du film est légèrement édulcorée, mais dans le roman original, Peter Pan a une haine féroce envers les adultes. On dit qu'à chacune de ses respirations, un adulte meurt dans le monde. Et il fait exprès de respirer bien fort pour en tuer le plus possible. Pour lui, il est impensable de grandir. Il s'entoure des enfants perdus, ensemble ils passent leur journée à jouer, et quand ils deviennent trop vieux, il les tue. Au pays imaginaire, tout est fait pour tuer les adultes. Quand Wendy rencontre les sirènes, elles prétendent s'amuser, mais elles veulent littéralement la noyer. Mais et si au milieu de tout ça, un enfant avait réussi à échapper aux griffes de Peter Pan? Et si en essayant de libérer les autres enfants, il avait perdu sa main dans une bataille? Le capitaine Crochet serait en réalité un survivant de l'île, et son équipage serait des enfants perdus qu'il a sauvés. Jour après jour, il lutte contre Peter pour tenter de libérer les prisonniers du triste sort qui les attend. Ça se tient, après tout, il en veut jamais aux enfants, uniquement à Peter. Les deux se haïssent et se vouent une guerre sans merci, et en réalité, depuis des années, c'est le mal qui gagne. Daenerys n'est pas morte. C'est un secret pour personne, la fin de la série est décevante. Les fans la trouvent bâclée, clairement pas au niveau des saisons précédentes, mais si elle était en fait bien différente. Pour rappel, Daenerys, devenue folle, réduit en cendres King's Landing et accède enfin à son désir le plus cher, le trône de fer. Devant tant d'atrocités et conscient du danger qu'elle représente, Jon Snow la poignarde dans le cœur après un ultime baiser. Laissée pour morte, elle est récupérée par son dragon et les deux s'envolent dans la nuit noire. Où vont-ils? La fin de l'épisode ne nous donne pas plus d'infos, seulement un échange qui nous apprend que Drogon a été aperçu volant vers l'est en direction de Volantis, une des cités libres d'Essos. Mais pourquoi
pourquoi. Si la série est finie, que faire de cette info qui à première vue semble anecdotique? Vous l'avez peut-être relevé, à Volantis se trouve Kinvara, la grande prêtresse du Temple Rouge. Elle apparaît brièvement dans la saison 6 en acceptant de transmettre un message de Daenerys au peuple de Myrrine, et c'est tout. Pas d'autre intrigue, on comprend seulement son intérêt pour la Khaleesi, qu'elle considère comme l'élue promise, celle qui est née du feu pour refaire le monde. Plutôt étrange de nous l'avoir introduite pour si peu, sauf si elle avait la possibilité de ramener Daenerys à la vie. On a déjà vu Jon Snow ou d'autres être ressuscités par le pouvoir de Rhaelor, le maître de la lumière, on sait que c'est possible. Surtout qu'une source proche de HBO a déclaré qu'une scène post-générique mettant en scène Daenerys avait été tournée. Malheureusement, coupée au montage final, elle ne sera jamais dévoilée, entretenant les idées les plus folles sur le sujet. Depuis 2 ans, un projet de spin-off sur Jon Snow est dans les tuyaux, et même si le retour de Daenerys n'aurait pas beaucoup de sens dans cette série, Jon ayant décidé de plus s'occuper des affaires de King's Landing, les théories sur son futur sont nombreuses. L'une des plus populaires serait que sa personnalité revienne à travers Drogon. De ces 3 dragons, c'est le plus puissant, celui qui a la relation la plus forte avec sa mère. Il vient à son secours quand elle est piégée dans les arènes, et quand Daenerys est tuée, il le ressent immédiatement et est le premier à ses côtés. Il reviendrait en tant qu'ultime antagoniste, cherchant à se venger de la trahison de Jon Snow et de récupérer le trône de fer qui lui appartient. Qu'on y croit ou pas, les théories de fans permettent de faire perdurer une œuvre dans le temps. On continue d'en parler et on fantasme sur des fins alternatives qui ne verront jamais le jour. Les cinéastes l'ont bien compris. Chez Marvel, ils laissent volontairement des indices que seuls les plus aguerris relèveront. Ça fait spéculer sur le futur des licences et ça rajoute de l'intérêt. Mais le boss du game, c'est John Carpenter et son film The Thing. L'histoire d'un groupe de scientifiques isolés qui découvrent une créature extraterrestre pouvant prendre l'apparence de tous ceux qu'elle assimile. La paranoïa s'installe et le groupe explose. Les membres s'entretuent et à la fin, il ne reste que 2 hommes. L'un des deux est la chose. Ils se regardent, on attend qu'elle se révèle, mais non. Écran noir, c'est la fin. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était qui au final? Pendant des années, on se pose la question. On retourne le film dans tous les sens, au point même de douter que la chose était là depuis le début. Mais dans un tweet, Carpenter déclare que la chose est bien l'un des 2 scientifiques. Il faut attendre 26 ans, jusqu'à ce que le directeur de la photographie nous donne la clé du mystère. Dans les bonus de la version Blu-ray, il dit avoir volontairement modifier l'éclairage pour différencier les humains de la chose. Si vous voyez une petite lumière dans les yeux d'un personnage, c'est qu'il est humain. Avec ces infos, on relance le film une nouvelle fois. La séquence est sombre, mais force est de constater que Child a les yeux d'un noir parfait. C'est lui. C'est la chose. Théoriser sur des films, ça nous fait réfléchir. On les regarde en boucle pour trouver le truc, l'élément qui répondra à toutes nos questions. En plus de toutes les découvertes qu'on a fait, ça crée du dialogue entre les spectateurs et le réalisateur. Ça rend les films profonds, intéressants, ça fait vivre le cinéma. Sur ce, merci de nous avoir écoutés, c'était Théromique et Maëlie. Dites-nous en commentaire si vous voulez une 2e partie de cette vidéo et quelle est votre théorie préférée. On espère que ça vous a plu, abonnez-vous, mettez un like, à la prochaine.